je suis ravi d'accueillir donc dans la suite des conférences qu'on a déjà faites sur la matière avec POCA, Anna Maria Bordas, qui est donc architecte de l'école d'architecture de Paris-Est, donc ça s'appelait Marne-la-Vallée à l'époque, et également ingénieur des ponts et chaussées et des caminos, donc qui est l'équivalent espagnol des ponts et chaussées. Donc, ingénieur et architecte, qui évidemment la place dans une position très intéressante pour être voilà, au croisement des questions de l'architecture et de la technique, où évidemment la matière joue un rôle fondamental. Elle a une longue expérience d'ingénieur structure. Donc, elle a travaillé sur des grands projets comme la Tour Phare, la Fondation Louis Vuitton, la Tour Majunga. Et puis, depuis 2011, elle se consacre à son agence, Bordas Prospero, donc, qui existe maintenant donc, depuis 2011 et qui elle-même s'occupe de projets importants sur le Grand Paris Express, de l'urbanisme. Je ne cite pas tout, mais il y a beaucoup de projets extrêmement intéressants qui témoignent d'un grand dynamisme qui est vraiment très sympathique et encourageant, je pense. En même temps, Anna Maria a été distinguée, donc son parcours est distingué par une série de prix et de récompenses. Donc, 40 Under 40 en 2014, les Ajax en 2012, et puis également, elle est distinguée dans les 100 Women to Watch in Architecture in 2021. Donc, en 2022, you don't have to watch you anymore. Bon, elle est donc, à part cette petite blague, mais c'est très bien, c'est super même. Elle est en parallèle, donc elle est également enseignante dans la discipline donc, de projet, donc on appelle TPCAU dans nos petits mondes là, à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et donc, elle a enseigné à l'UNSAVT également et à Marseille. Elle est également engagée dans la recherche. Elle est en train de travailler sur un doctorat et parallèlement, avec son partenaire, donc Michael Perrault, à l'agence Bordas plus Perrault. Cette agence ne se contente pas de faire un travail de production, mais elle adopte un point de vue d'investigation et de recherche en lien avec la pratique autour de l'architecture de sa fabrication, de l'évolutivité et de la permanence de l'architecture et des rapports entre architecture et infrastructure, qui est, je pense, une sorte de penchant naturel pour les gens qui ont comment dire, le gène ingénieur qui est greffé sur le gène architecte. Donc, voilà. Et puis, donc, ce qui est en fait, bon, à part quand on dit j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un, parfois c'est une figure de style, mais là c'est une réalité. Donc, à part la complicité qui lie Anna Maria à l'école et la sympathie qu'on lui voue, ce qui a, je pense, surtout déclenché l'envie de l'entendre parler, c'est en fait qu'elle est le commissaire d'une exposition qui porte sur la question de la matière avec un angle qui est celui de la poétique de la matière, donc qui est pas tout à fait celui qu'on a adopté jusqu'à présent et qui pourtant évidemment est le pendant, c'est-à-dire que la matière c'est pas juste utile, c'est aussi c'est le vecteur de la fabrication de nos bâtiments qui sont plus que simplement utilitaires. Et donc voilà, donc peut-être Anna Maria, je te passe la parole et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conférence. Merci beaucoup Jean-François, merci d'abord de cette invitation et puis de cette présentation élogieuse. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de revenir à l'école à laquelle j'ai fait mes études et à laquelle j'ai commencé à enseigner. Donc, ça me touche que tu aies cette amitié de m'inviter, même si c'est virtuel, ça m'aurait vraiment fait plaisir de venir dans les murs, mais virtuellement aussi, c'est vraiment très agréable de revenir vers vous. Alors, donc, je vais partager le diaporama.
Et je pense qu'on peut commencer. Voilà. Alors, dites-moi si c'est bon, là, vous devez normalement voir mon écran. Voilà, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Bon, donc, comme je disais, encore une fois, Jean-François, de me faire cette amitié de me proposer de venir. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous mon travail et mes recherches. Effectivement, je vais plutôt vous parler aujourd'hui de cette facette sur la matière, le langage, l'absence de langage ou même la poétique qu'on va susciter autour de plusieurs travaux de recherche et d'enseignement cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne vous parlerai pas de ma pratique personnelle chez Bardas-Perrault. Mais avant de démarrer cette introduction, j'aimerais vous parler très brièvement de pourquoi ça m'intéresse de travailler sur ce pendant. Tu disais, Jean-François, que ce n'est pas forcément le parti pris que vous avez le plus souvent, de parler de la poétique, mais il me semble en fait que c'est vraiment de notre responsabilité d'architecte de trouver cette poétique et cette manière de travailler dans un bouleversement qui est à la fois culturel, mais à la fois évidemment écologique et qui change en fait la donne de notre manière de concevoir notre rapport à la fois au monde, mais évidemment à nos actions et au construit. Donc avant d'introduire et de commencer à parler d'architecture fabrique et construite, je pense que la première manière de vivre dans cette ère un peu post-carbone ou de vivre dans une ère dans laquelle on impacte moins la Terre et plutôt que d'utiliser une logique de remplacement de produits, de moins consommer, tout simplement. Je pense que c'est peut-être un peu évident, mais il faut peut-être le répéter parce qu'on est tellement dans l'engouement de ces nouveaux produits ou de différents produits ou de différentes manières de faire, y compris dans la consommation courante, qu'en fait, on oublie que peut-être la chose la plus simple, c'est pas de chercher un vernis à ongles qui est pas polluant, mais c'est juste de peut-être pas se vernir les ongles, en fait. Hein. Je caricature, mais même en architecture, je pense que la question fondamentale est aussi de savoir comment on réutilise le tissu banal de nos villes. Et donc, même aujourd'hui, on assiste à la démolition d'énormément de surfaces qui ne sont peut-être pas adaptées à ce qu'on veut en faire aujourd'hui, mais qui ont quand même le mérite d'être là, d'emmagasiner toute énergie grise. Et donc, il y a vraiment une réflexion de comment adapter ce bâti-là. Et ça, justement, on en parlait dans un colloque que Mickaël a organisé à l'école de Rennes, que j'ai participé à organiser. Donc, le livre est paru justement cette semaine sur l'architecture évolutive et flexible et comment on peut travailler ces dimensions-là dans l'architecture. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plus centré sur cette dimension de quand on construit ou quand on transforme, comment peut-on apprendre à faire l'architecture, comment on peut apprendre à faire l'architecture peu importe la ressource disponible qu'on aura aujourd'hui ou demain, en fait. Et c'est plutôt sur cette question-là, la matière, le langage et l'absence de langage que je voudrais centrer mon propos d'aujourd'hui. Alors, je vous parlais des bouleversements à la fois culturels et à la fois écologiques. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre, mais ce n'est pas juste une urgence écologique à laquelle on fait face, mais aussi un bouleversement culturel, c'est-à-dire que j'estime qu'à la fin du XXe siècle, on a eu une sorte de trop-plein sur ce langage architectural et sur le junk space qu'on a créé, dans lequel on superpose quantité de signes qui se succèdent les uns aux autres et qui, en fait, on crée une sorte de refus, en fait, à tout ça, ou même une sorte de surchargement d'univers de signes non compatibles et qui, en fait, nous sollicitent en tant que culture. Je pense qu'il y a cet élément-là qui est un élément culturel à ne pas négliger lorsqu'on réfléchit à l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Il y a aussi une sorte de déplacement aussi, d'abandon de l'objet de forme et de rapprochement de bâtiments peut-être plus génériques ou qui suivent quelque part des lignes morphologiques plus simples, de l'apparition du monolithe. On est à Paris-Est et donc aussi ça me paraît intéressant de citer Jacques Lucan sur ses propos autour de cette question. Et donc qui en fait, dans une sorte de simplification de procédés de conception de réalisation d'architecture plus partageable, plus objectif et peut-être moins attaché au dessin d'artistes qu'avaient pu connoter les réalisations architecturales dans une partie du XXe,
on a, tout au long de la fin du XXe et au début du XXIe, cherché à objectiver ces parties de conception. Et on a beaucoup d'architectures qui se décrivent à partir d'organigrammes ou de processus qui cherchent à simplifier ces formes. Et en fait, quand on arrive à des formes extrêmement simples ou extrêmement monolithiques aussi, se pose la question de comment on donne de la qualité à ces architectures-là. Et souvent, c'est dans une sorte de sophistication de la peau qu'on va y retrouver son compte. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Mais évidemment, l'urgence écologique et votre cycle de conférences et le travail que vous menez dans vos DPEA d'architecture post-carbone est vraiment centré sur ces sujets. Donc, dans cette urgence écologique, évidemment, penser complètement le rapport de l'homme à nos activités et à notre relation à la Terre et les créatures qui habitent. Mais si on regarde ça d'une manière plus pragmatique, d'éviter de construire d'un côté, mais quand on construit, le faire en consommant moins de ressources. Il y a la question des nouveaux anciens matériaux, comment on va travailler avec eux. Est-ce qu'on réemprunte des langages vernaculaires qui existent déjà avec ces matériaux? Est-ce qu'on essaye de faire une architecture contemporaine sur ceci? Est-ce qu'on transpose les langages vernaculaires qui sont les propres de ces matériaux tels qu'on les a connus avant le 20e, ou est-ce qu'on transpose du langage du 20e ou du 21e sur ces matériaux et l'usage qu'on en fait? Ces bouleversements écologiques nous parlent aussi de la notion de surface couvrante et de dissociation de peau et structure, c'est-à-dire que par le biais d'essayer de réduire la consommation d'énergie à l'exploitation, on va isoler de plus en plus nos matériaux, nos bâtiments par l'extérieur. Et quand on isole par l'extérieur, on a souvent un revêtement qui est celui qu'on va voir depuis l'extérieur, qui est connecté à la structure, mais dont la structure n'est pas forcément lisible. Et donc, cette question d'envelopper pose des questions de qu'est-ce qu'on veut montrer, pourquoi et quel sens ont les choses qu'on montre. Et évidemment, des questions de réemploi, d'urgence, de ressources, c'est-à-dire que si on veut s'en sortir, il faut évidemment travailler avec des matériaux qui ne sont peut-être pas tout juste sortis de la terre ou d'usine. Et donc, cette question de réemploi et comment produire une réelle architecture avec ces ressources. Donc, pour moi, c'est tous ces éléments qui nous préoccupent en fait dans ce début du XXIe siècle. On doit être capable de produire des réponses à tout ça en tant qu'architecte. Alors, pour faire un peu honneur au titre de la conférence, où je posais la question matière, langage ou absence de langage, regardons tout d'abord qu'est-ce que c'est le langage. Et donc, j'aime bien toujours faire référence aux définitions les plus fondamentales peut-être. Donc, selon Larousse, c'est la capacité observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques, la langue, mais par extension aussi tout système structuré de signes non-verbaux remplissant une fonction de communication. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette définition? La question de l'homme, de signes, de communication, qui me paraissent importantes. Et donc, c'est cette condition humaine qui me paraît primordiale parce que je pense que parfois, quand on cherche à réduire notre empreinte sur Terre, on oublie nos dimensions éminemment culturelles. Et c'est que pour moi, l'homme ou l'architecture qui prétend être plus respectueuse de la Terre, elle doit être aussi capable de générer de l'émotion et de générer de l'acceptation, de générer des qualités positives, forcément culturelles, qui parlent à l'âme de ceux qui les habitent et donc à fabriquer des meilleurs espaces sur Terre. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans ce registre où l'architecture, ce n'est pas juste une construction, un abri, mais c'est une architecture. Et donc cette condition de sublimer cette construction ou d'en faire une architecture signifiante. Et là, donc, à partir de la question de la signification et du signe et de la communication, questionner qu'est-ce qu'on est en train de communiquer avec un langage. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de sémiotique. On va juste montrer 4 slides sur cette question-là. S'il y en a qui sont intéressés, je vous renvoie vers une abondante littérature sur cette question du langage en architecture et la signification. Par exemple, les écrits de Bruno Reichling
sont vraiment très, très éclairants là-dessus. Mais voilà, juste pour nous mettre un peu dans ce déroulé historique, on a évidemment un premier langage historique que je résume d'une manière totalement injuste, courte, raccourcie, tout ce que vous voulez, mais c'est juste si on doit finir vers 14 heures et quelques, je ne pourrais pas vous faire un juste déroulé de l'histoire sur ces questions, mais en somme, on va parler d'une sorte de langage classique, très figuratif, très expressif, très, très organisé autour des ordres, qui a traversé évidemment les âges avec différentes manières de s'exprimer. Puis, un genre de langage aussi qui apparaît dans le 19e, à partir des travaux de Viollet-le-Duc, qui cherche à mettre en valeur ou à quelque part produire une architecture dans laquelle on lit non pas une tradition compositive dont la hiérarchie est plutôt esthétique et visuelle, mais une hiérarchie qui serait, elle, une transcription visuelle de la relation mécanique qu'entretiennent les parties entre elles. Et donc, la modernité, en fait, démarre sur ces questions-là, sur cette tension entre la force de l'industrie, de la machine, de la relation mécanique, et Viollet-le-Duc qui commence à mettre en place ces questionnements-là, mais qui découlent en fait dans un langage qui est aussi par la suite retravaillé. Donc, par exemple, le high-tech, en seconde moitié du XXe siècle, réemprunte aussi cette manière d'en faire langage à partir de la hiérarchie entre les relations mécaniques entre les parties. Il me paraît intéressant aussi de parler de l'abstraction générée dans le langage moderne. Et même s'il est en profonde rupture avec le langage classique, c'est aussi un langage. On témoigne le livre de Bruno Zevi, Le langage moderne de l'architecture. Mais évidemment, toute la manière dont on a codifié, à partir des 5 points de l'architecture moderne rédigée par Corbusier, etc., une architecture qui prenait d'autres valeurs que celles qui étaient celles de l'Ancien Régime. Et puis, juste pour terminer aussi cette question, la question du réempreinte d'un langage ou la réutilisation de langage passé, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça veut dire, avec évidemment toute une période dans l'architecture postmoderne qui a été chercher ces différents langages pour produire de nouvelles architectures. Alors, donc, autour de cette question, langage ou absence de langage, je pense qu'on se trouve dans un basculement dans lequel on a, je vous en parlais tout à l'heure, une sorte de lassitude envers ce langage. Et quand je dis ce langage, je parle de cette codification dans laquelle il faut comprendre comment s'imbriquent les choses pour produire une certaine manière de faire apparaître les composantes constructives d'un bâtiment. Et ces manières d'assembler les choses produisent une hiérarchie et produisent ce langage. Je pense qu'une des réponses contemporaines qui commence dès la fin des années 80 et début des années 90 dans le XXe siècle est de nous faire quelque part disparaître ces hiérarchies de lignes et d'éléments qui s'entrelacent pour aller vers des architectures qui sont plus expérientielles et dont la surface est mise en valeur par rapport à la hiérarchie des lignes. Et donc, c'est ce que j'intitule dans mes recherches, la recherche d'un continuum qui englobe, en fait, je trouve aujourd'hui, énormément de productions architecturales de différents types. Alors, j'ai volontairement mis dans cette slide plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, en fait, si on regarde de près, et même relativement de loin, quant au parti pris sur l'insertion en ville, sur le travail sur les matières, sur quel type de matière, sur la vérité constructive ou pas. Hein. Là, on ne parle pas du tout d'une vision kantienne, d'une vision de vérité, mais d'une vision de manipulation de cette technologie, de cette matière, et qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on le fait. Donc, toutes ces photos-là englobent des manières complètement différentes de s'adresser à cela. Elles ont en commun cette capacité de créer une sorte de continuum
et de ne pas trop laisser lire les différents éléments qui la composent dans la hiérarchie mécanique ou compositionnelle qui pourrait avoir un trou. C'est-à-dire on est sur un élément qui s'étale dans toute la surface qu'on voit et dont les limites sont peu perceptibles, en tout cas extrêmement gommées pour des raisons culturelles, mais aussi technologiques. Ce qui me paraît intéressant de ce travail sur le continuum matériel, c'est que, en fait, il permet de donner réponse ou de donner voix à la fois à deux courants qui s'affrontaient de penser l'architecture qui s'affrontait dans le 19e, qui est la tradition germanique pour qui le fondamental en architecture est la question de l'enveloppe. Et donc, l'architecture est en essence une parure, selon les théories de Gotthard. Et donc, dans cette condition-là, c'est plutôt ce qu'on va percevoir autour, évidemment, depuis l'intériorité, mais à l'extérieur aussi, de cette construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fait constructif qui est à l'origine ou qui est l'élément central dans la pensée de l'architecture, mais plutôt l'élément de revêtement et cette question d'enveloppement dans la tradition germanique. Et donc, on va évidemment retrouver tout ça dans ces architectures qui nous parlent de continuum, parce qu'on perçoit d'une manière très, très immédiate la question d'enveloppement ou la continuité, en fait, de quelque chose qui est non hiérarchisé. Mais dans cette opposition du 19e entre l'architecture parure ou l'architecture peau et l'architecture ossature défendue par les latins, pour qui l'expression la plus minimale de l'architecture est la présence de l'ossature, et donc la question de l'importance, avec la tradition dans laquelle s'inscrit évidemment la construction française, avec Perret qui dit qu'une belle architecture, c'est celle qui fait de belles ruines, mais aussi la tradition espagnole, le pays duquel je proviens. Je pense que même les héritiers de la tradition latine retrouvent dans ce travail de continuum des choses, parce qu'en fait, tout au long du XXe, dans ces traditions très ancrées sur la question de la portance et de l'ossature, on a beaucoup travaillé sur le mur, donc un mur qui était en brique ou en pierre, même en terre dans ces cultures avant l'avènement de la modernité, mais qui a été beaucoup en béton pendant la modernité. Donc les architectures expriment une condition murale de continuité et aussi pas de ligne d'assemblage ou pas de hiérarchie dans cette question-là. Et donc, pour moi, l'architecture moderne, avec ces murs en béton qui se déroulent relativement à l'infini, on peut retrouver aussi une trace de cette manière de percevoir l'architecture dans les continuums qu'on est en train de produire de nos jours. Cette manière de travailler conjugue aussi des questions d'isolation par l'extérieur et d'enveloppe. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait une peau, cette peau, il faut qu'on lui trouve du sens. Et donc, dans cette question du continuum, on voit évidemment cette notion de peau apparaître. Et on voit aussi une sorte d'effacement du langage, je vous le disais, de produire un certain calme, parce qu'on n'a pas des éléments saillis qui demandent notre attention pour les déchiffrer, et qui s'appuient en fait sur des avènements technologiques en fait, qui ont permis de moins en moins voir comment les différents éléments sont assemblés. Et donc ça, c'est un lien aussi avec toute la période de l'architecture minimaliste dans le XXe siècle, dans laquelle on a commencé à réduire les éléments à l'expression minimale et à tenter de montrer les choses de la manière la plus simplifiée possible pour produire une sorte d'œuvre extrêmement pure. Et donc, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on travaille sur ces questions des assemblages, qu'on fait disparaître et qu'on voit de moins en moins, et dans lesquels on va partir sur un continuum, on est aussi dans une question de transformation et de nouvelles utilisations. Et pour ça, j'ai souhaité mettre la citation de Martin Steinmann qui nous parle du fait qu'en fait, travailler sur des nouvelles utilisations de matériaux anciens se révèle à double tranchant. Parce qu'en faisant cela, on participe à un élargissement permanent de notre connaissance du monde, des choses, et en même temps qu'on provoque une usure de cette connaissance. C'est-à-dire qu'en transformant les matériaux et en les proposant des nouvelles lectures, on est en train de dire voici la nouvelle lecture de nos temps,
ce qu'on faisait avant, c'était ancien. Et donc, en proposant cette nouvelle lecture de la matière dans nos architectures, on est en train de créer une avant-garde, mais de provoquer que ce qu'on a pu faire jusque-là soit vu, en fait, comme un élément vieux ou ancien. Et donc, on est dans une économie de l'avant-garde, mais aussi une économie de la consommation des formes, des matériaux et des signes, en fait, quelque part dans l'architecture. Je ne parlerai pas beaucoup du nouveau rationalisme structurel, mais je pense qu'il est important d'opposer en fait ces deux grandes voies en fait que je vois dans l'architecture contemporaine sur le continuum qui s'oppose à ce nouveau rationalisme dans lequel on voit clairement des relations de hiérarchie, une grille qui s'affirme avec des éléments qui sont soit structurels, soit de découpage de façade en fait quelque part, qui nous permettent de donner une hiérarchie. Et donc là, vous avez des photos de Soto de Mora, de Carlos Ferrate, de David Chipperfield. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que même dans ce courant de nouveau rationalisme structurel, dans laquelle on met en place quand même une hiérarchie et pas du tout un continuum, si on vient zoomer sur certains éléments qui sont en fait des éléments affirmés d'une manière de lire cette architecture, la manière dont on traite même la surface de ces éléments est souvent issue ou souvent répétant ces éléments de continuum. On le voit ici dans les balcons de David Chipperfield, on a les éléments de briques qui se retrouvent d'une manière parfaitement alignée et puis qui se retournent en fait sur la partie du plancher de manière à ne rien nous recevoir d'autre qu'un continuum de cette matière qui se met en œuvre. Alors donc, pardon, j'ai enlevé le plein écran. Alors donc, pour revenir à cette question, langage ou pas de langage, je pense qu'il y a certains éléments qui nous permettent aussi de retravailler les matières, de les voir autrement, qu'on n'a pas du tout évoqué, que j'aimerais évoquer avant de vous donner des exemples concrets qu'on va analyser d'une manière plus détaillée, des stratégies qu'on va mettre en place, qui sont en lien avec ces questions. Donc, on parle de comment on voit les choses, et je pense que pour cela, il est très intéressant de vous montrer la question du ready-made que Marcel Duchamp met en place avec sa fontaine en début du XXe, mais qui est reprise aussi en architecture. Et donc, la question du ready-made est pour moi cette action de transformation par l'énonciation et par le détournement en fait, d'un objet, c'est-à-dire un objet tout prêt qui a une utilité particulière définie et qu'on connaît parfaitement. On le change de forme, on le change de position, on le fait pivoter, on le change de nom. Et tout d'un coup, ça devient autre chose. Et c'est cette capacité de transformer la réalité qui me paraît vraiment intéressante à mettre en œuvre dans nos projets d'architecture pour produire de l'architecture avec d'anciens nouveaux matériaux, avec des matériaux de remploi dont on ne verrait pas la qualité à un moment donné. Et donc, comment leur donner une autre vie et une autre qualité. La notion de l'all-over, je vous parlais justement de cette question de continuum. Je pense qu'elle est très présente de nos jours et nous parle de cette infinitude, en fait, d'une peau ou d'une ambiance ou d'une matière et de cette capacité d'enveloppement. Donc, je trouve que c'est intéressant de mettre un lien toujours avec des mouvements qui ont lieu dans la scène artistique. Et donc, dans les années 50, les travaux de Jackson Pollock ont vraiment fait question sur cette question de non-délimitation de cadre. Et donc là, on voit très bien comment la feuille de papier est dépassée par la manière de travailler cette peinture. Et on n'a pas du tout une question de hiérarchie ou de fin. La fin, c'est parce que le papier se termine, mais l'œuvre est continue. Et dans cette question de la continuité et de ne pas avoir de hiérarchie par rapport aux éléments qui les composent ou qui les découpent ou qui les assemblent, il me semble aussi intéressant de faire référence aux travaux d'Alejandro Saera-Polo et évidemment Rem Koolhaas, parce que c'est dans Elements of Architecture, dans le petit catalogue des différents éléments d'élémentarisation qu'avait proposé Rem Koolhaas pour la Biennale de Venise, et donc Façade After Facade, que j'ai trouvé une citation assez intéressante qui nous explique en fait comment les avancées technologiques du XXe, les verres plus grands, le mur rideau, la silicone, le fait d'être avec de l'air conditioning, transforment la façade entre un élément qui est complètement une enveloppe
scellée, et donc cette notion de peau qui évite la classique tradition compositive avec ses fenêtres, ses balcons, ses réfends, ses éléments verticaux et tout ce langage qui est souvent lié dans l'Ancien Régime à des ornementations. On peut en fait tout d'un coup faire une façade de plus en plus monolithique dans laquelle on ne voit pas tous ces systèmes de joints. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant de mettre un parallélisme avec des événements culturels comme le all-over qui provient de la peinture. Et du coup, en fait, la relation entre la technique et la dimension culturelle me paraît importante. La question de la rématérialisation ou de la présence de la matière aussi comme un élément lié à cette émergence écologique, mais aussi à des questions évidemment culturelles, c'est-à-dire que on ressent une sorte de besoin de reconnecter avec la terre, et on le voit aussi dans toute une émergence d'œuvres architecturales, d'arte povera qui cherchent à mettre en valeur ou cherchent à nous donner à percevoir cette matière, ou à nous la rapprocher en fait, et d'architecture qu'ils font aussi. À droite, par exemple, une photo du bâtiment pour Ricola, Confers de Moron, à proximité de Bâle, qui est vraiment un bâtiment absolument remarquable, qu'on peut voir dans les photos et se dire, bon, c'est un rectangle avec une fenêtre ronde, la mise en œuvre est intéressante avec le travail de Martin Rochman sur ces questions. Mais en fait, quand on y est, en fait, c'est la présence de la matière qui est extrêmement puissante, et c'est quelque chose. Moi, j'ai tendance à dire que l'architecture, c'est bien de l'avoir en photo, mais il faut aller l'expérimenter. Donc, c'est la puissance même de la présence matérielle qui me paraît particulièrement intéressante. Mais aussi, donc, dans cette question de mettre en valeur la matière, je pense qu'il y a une sorte de quête et de questionnement de comment nous la faire voir et comment la transformer. Et en fait, Raphaël Moneo, dans son livre L'Altramodernità, nous dit que pour lui, l'architecture contemporaine n'a pas comme objectif d'inventer un langage universel et partagé, comme ça avait été le cas dans les moments les plus héroïques de la modernité classique. Pour lui, la modernité dans laquelle on se place aujourd'hui, on a substitué la recherche d'un langage par la découverte des valeurs expressives d'un matériau. Et donc, dans cette découverte de valeurs expressives des matériaux, je pense qu'il est intéressant aussi de questionner les limites de la matière. Et donc, dans ça aussi, on a toute une série de travaux d'art, d'œuvres contemporaines. Ici, je vous mets une photo d'un travail d'Anne-Valérie Gasque, qui est enseignante à Marseille, donc ancienne collègue, qui, avec son travail sur les larmes du prince, qui en fait sont des gouttes de verre qu'on laisse tremper dans l'eau et qui donnent cette forme par la chute. Mais ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que la larme, elle s'est formée par la chute, mais c'est des larmes qui sont non stables et qui vont éclater au fur et à mesure. Certaines vont éclater, d'autres pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de tester la limite. Et donc, dans cette série des larmes de prince, il n'y a pas que cet objet, il y a aussi d'autres qui questionnent la fabrication à partir d'éléments 3D. Donc, à partir de quel moment un dessin de fabrication 3D tient par lui-même et à partir de quel moment il peut s'effondrer, donc dans la limite de dispositifs de construction et de fabrication et de matière. Les limites de la matière sont aussi questionnées dans de nombreuses architectures, comme ce projet de Carlos Ferrate à Barcelone, la Roca Gallery, dans lequel il prend du verre, il le coupe en tranches et il le met à l'envers, on va dire, et du coup, on va avoir une paroi massive en verre qui fait une distorsion de l'image et qui crée une translucidité assez étrange, une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, dans tous ces travaux-là, on cherche à questionner la matière, à fabriquer peut-être un continuum souvent, mais la question aussi est de comment on peut adresser et on peut fabriquer des nouveaux imaginaires et des nouvelles réponses aux conditions actuelles qui sont les nôtres. Et donc, Jean-François Blassel vous en parlait, c'était à la suite de cette expo « Limite, système, transformation, la poétique de la matière au XXIe siècle », une expo que j'ai organisée à Paris Val-de-Seine entre le 14 mars et le 20 avril de cette année, et qui va voyager à Marseille à la rentrée, à Nancy en octobre, à Lille et à Rennes par la suite, et peut-être à Marne aussi plus tard, mais on n'en a pas encore parlé, on vous tiendra au courant. Dans cette exposition, on cherche à montrer
à la fois des recherches que je mène dans le cadre de ma thèse, sous la direction de Paolo Amaldi, qui s'intitule Stratégie de projet et nouvelle signification de l'enveloppe dans l'expression matérielle de l'architecture contemporaine, analyse et prospective, et à la fois, principalement, beaucoup de travaux d'étudiants que je mène dans l'enseignement à Paris-Val-de-Seine, à la fois dans l'enseignement de séminaire avec Martine Weisman et à la fois dans l'enseignement de projet avec Emmanuel Sarrazin autour de ces questions-là. Alors, on a consommé déjà pas mal de temps pour faire juste la partie introductive. Je ne pourrais pas du tout vous montrer. Ce que j'ai voulu en fait faire dans cette conférence, c'est vous déplacer le tableau pour que vous puissiez ensuite fabriquer votre propre point de vue d'architecte et vos propres outils, mais vous parler de certaines manières de manipuler ces langages ou même cette absence de langage par des détournements de composantes constructives autour, dans ce cas-là, juste de 2 matériaux. Comme on était dans le DPA plus carbone, je me suis centrée vraiment sur ces matières qui participent à réduire ou qui ne nous font pas trop monter l'énergie qu'on dépense, le bilan carbone. Et donc, je veux parler de pierre, je veux parler de bois, mais dans des manières et des univers complètement différents. Dans certains cas dans lesquels on est dans une sorte d'économie, dans d'autres pas du tout, mais ce n'est pas l'objectif de la conférence. L'objectif, c'est de vous parler de comment donner de nouvelles lectures à ces matériaux. Alors, pour la pierre, ce qui me paraît intéressant, c'est que la pierre, elle développe une gamme très large de types constructifs. Et pour cela, j'emprunte une phrase à Cyril Simonet qui nous parle dans le livre « L'architecte ou la fiction constructive », que je vous conseille amplement. Je vais peut-être vous lire la citation tout simplement. Il dit « Alors que saisie par exemple par l'artifice du trait ou de la stéréotomie, la pierre développe une gamme extraordinaire de types constructifs qui, en retour, favorise un usage de matériaux à partir de ses caractéristiques les mieux assimilables pour la construction. Dans ce sens, l'architecture restitue toute sa puissance à la matière dont elle est faite. Il y a une connivence entre ouvrage et matériaux, et c'est souvent là que s'imprime la valeur esthétique du dispositif bâti, par cet accord sensible entre l'inertie propre de la matière et son tutorat constructif. Alors, ce qui me paraît très intéressant de ce travail de Cyril Simonet dans l'architecture ou la fiction constructive, c'est qu'il nous parle à la fois des inerties propres, donc des caractéristiques intrinsèques aux matériaux qui ne dépendent pas de l'usage qu'on en fait et qui sont des propriétés chimiques, physiques ou autres, et son tutorat constructif, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme, quand il construit, il utilise la technologie, qu'elle soit low-tech ou high-tech. La technologie, c'est des procédés que l'homme a mis en place au fur et à mesure des siècles pour se faciliter la vie dans ce rapport de transformation de la matière sur Terre. Et donc, le tutorat constructif qui dépend des conditions évidemment technologiques, culturelles, économiques, sociales d'un peuple, en fait, et d'un moment donné, va produire des types complètement différents. Et donc, quand je vous parlais de langage, je vous parlais, enfin, ce que je voulais vraiment parler, c'est cet élément-là, c'est cette codification qui est faite des systèmes constructifs, mais qui sont des systèmes aussi économiques et culturels et de transformation. Par exemple, le mur en pierre, dans la maison vernaculaire, avec ses linteaux grands, pesants, qui supportent tout le poids des murs, de la pierre qui se pose dessus, et des ouvertures qui sont forcément petites, limitées par ces questions technologiques, se confrontent aujourd'hui à des constructions en pierre ou en vêture pierre, parce que ici, je vous ai mis des projets qui ne sont pas forcément en pierre, qui ne sont pas du tout en fait en pierre porteuse ou en mur de pierre sèche, ce qui existe évidemment, mais dans des projets de vêture de pierre, dans laquelle la question du linteau, par exemple, de la signification de son épaisseur, de ce qu'on veut montrer dans cette composition qu'on met en place, sont vraiment prenantes en fait dans sa partie de travailler. Et la manière dont je travaille, à la fois dans mes recherches, mais aussi dans le travail qu'on mène en séminaire, par exemple, c'est de confronter 2 projets pour mieux tirer le fil conducteur des thématiques
développé par les architectes qui ont proposé ces deux architectures, mais aussi le travail d'une exploration sérielle, c'est-à-dire qu'à partir de deux projets qui existent, on va tester, on va essayer de changer des variables sur ces projets pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là. Donc ici, par exemple, j'ai deux projets relativement contemporains qui sont la maison à Tavolé d'Arzobispo de Moron et une maison à Cáceres d'Emilio Tuñón en Espagne, qui travaille sur une pierre qui est une pierre véture dans les deux cas, mais qui la travaille d'une manière complètement différente. Vous parlez de cette condition de pierre véture, c'est-à-dire que dans les deux cas, il y a les planchers en béton, des murs en béton, des poteaux en béton. Et donc, on n'est pas sur des questions de portance, encore une fois, mais on est des questions de dessin. Évidemment, ces questions de dessin dépendent aussi des questions de portance. C'est-à-dire que certaines choses qu'on ne pourrait pas faire, parce que si la pierre était un mur en pierre sèche, on peut les faire là, dans cette condition de vêture. Mais en fait, par exemple, ce qu'on va montrer, c'est à gauche les projets tels qu'ils sont réalisés et à droite, des explorations qui testent à questionner le langage mis en place par l'architecte. Donc, on voit que sur le bâtiment de Tavolé, par exemple à gauche, la transposition de l'élément horizontal en béton, qui n'est pas exactement le plancher, mais c'est une retranscription du plancher, et en fait, c'est une réinterprétation du linteau, mais aussi la projection de ce squelette en béton qui se devance, nous font complètement dépasser cette notion d'architecture vernaculaire, et que si on faisait juste enlever cette croix en fait centrale qui est primordiale dans le dessin de l'architecte, on se retrouverait complètement sur autre chose et une autre manière de lire ce projet. Et donc, c'est intéressant pour moi de voir jusqu'à quel point la manière dont on décrit les choses et le langage qu'on met en place évoque une manière d'avoir construit le projet, qui peut être réel ou faux, mais il évoque des choses et dans laquelle, en manipulant, on produit tout à fait d'autres architectures. Pour la maison à Cáceres de Tuñón, celle qu'on voit en bas, on a pris en compte, par exemple, ces linteaux en pierre. On a prolongé la trace, un peu à la manière dont Herzog de Moron font retranscrire la croix en façade, pour voir ce qui se produit. Et là, l'effet est vraiment saisissant, c'est-à-dire que dans un projet dans lequel, à gauche, on est dans une lecture stéréotomique classique du mur en pierre, ici, on est vraiment dans une notion de hiérarchisation qui nous fait sous-entendre une hiérarchisation structurelle de remplissage, alors qu'en fait, dans les deux cas, on pourrait se trouver dans le même type de pierre vêture et ce n'est pas du tout la manière dont on le lirait. Et ici, par exemple, sur cet même exemple, on travaille vraiment sur la question du linteau. À gauche, la taille de linteau qui existe. À droite, une taille de linteau plus fine ou plus épaisse. Donc, je ne vais pas forcément vous livrer les conclusions de chacune de ces manipulations-là, mais c'est pour vous démontrer en fait l'importance, la prégnance de certaines décisions d'architecture qui sont évidemment des décisions aussi techniques, mais qui sont parfois des dessins et des questions de symbolique et de langage. Alors, ces travaux que je vous montre de manipulation, dans ces deux cas, par exemple, sont tirés des travaux d'Eva Arnaud et de Safa Santissi, qui ont travaillé en séminaire avec nous l'année dernière et qui font partie de cette exposition dont Jean-François vous parlait et moi aussi. Donc, voilà, on peut voir, on avait enlevé l'élément horizontal. Maintenant, on remet un linteau et donc là, on peut comprendre qu'on évoque toute autre chose en termes d'architecture. Donc voilà, on a plusieurs séries de travail qui cherchent à questionner ce langage, l'apparition d'un élément qui signifie l'angle ou pas, qui n'existe dans aucun des deux cas. C'est toujours à gauche le projet qui existe et toujours à droite le projet qui est transformé, toujours des travaux d'Eva et de Safa. Et donc, on est vraiment dans ce questionnement aussi de la profondeur de la paroi, de l'épaisseur, et de différents marqueurs de ce langage. Alors, vous l'aurez compris, sur ces deux projets, on n'est pas du tout sur une question de continuum dans lequel on met en avant juste une surface qui s'étend à l'infini, parce qu'on est quand même sur ce dessin des fenêtres, des linteaux, d'une hiérarchie qui est mise en place pour donner une profondeur. Et donc, on est vraiment dans des questions différentes. Et je vous montrerai aussi, toujours sur la pierre,
un détournement ou une exploration qui nous fait voir autrement la pierre. Mais très brièvement, encore une fois, c'est toujours un travail d'Hervé de Meuron sur la manière de détourner et de nous faire une sorte de déclic sur un matériau qui existe, qui a un usage, une composante constructive en fait, plutôt qu'un matériau, qui est le mur à gabion. Aujourd'hui, on est tous habitués à avoir des architectures qui travaillent comme ça, mais au moment où ils le font, en 95, c'est vraiment au tout début. Et donc, Moneo, par exemple, quand il parle de ce projet, il dit qu'ils inventent un nouveau matériau, alors qu'en fait, la seule chose qu'ils ont fait, c'est juste déplacer une composante constructive qui existait déjà. Et donc, en la déplaçant, on crée tout un univers mental et de possibilités différentes. Donc, là où le gabion rempli de terre est pensé pour résister, en fait, c'est un mur poids qu'on utilise dans les infrastructures à ce moment-là. En le déplaçant, il devient un filtre et en fait, il va filtrer la lumière. Donc, on est vraiment dans des positions complètement différentes et c'est ce changement de position qui opère la transformation et le fait de transcender cette manière de voir la composante gabion plus bloc de pierre. Donc, c'est vraiment cette question qui me paraît intéressante d'évoquer. Et eux, pour le coup, ils sont vraiment dans une lecture très, très continuum de ce travail. Je vais peut-être vous remettre la façade, c'est-à-dire qu'ils cherchent à ne rien montrer d'autre que la continuité de ce gabion et ses pierres et à cacher tout élément porteur qui existe à l'extérieur. C'est-à-dire que les éléments porteurs sont là, ils ne sont pas forcément dissimulés, on les voit énormément depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur, on ne les perçoit absolument pas. On reste dans une lecture complètement lisse ou rugueuse, en fait, si vous voulez, sur la texture de ce gabion rempli de pierres. Deuxième matériau, et donc dernier exemple, je vous parlerai de choses aussi. Très brièvement, la question du langage dans la construction en bois, sans vouloir aller très en profondeur, parce qu'on a beaucoup d'exemples contemporains qui sont très intéressants, mais je vais rester sur le travail de la maison Fischer, de Louis Kahn. Puis, des questions de détournement aussi de composantes constructives en bois qui nous permettent de le voir d'une manière complètement différente. Donc, pour cette question de nouveau langage, je vous montrerai des photos que Jean-Marc Veil a eu l'amitié de me passer et qui font partie d'un cours qu'il donne et en fait qu'on avait invité en 2020 à donner à Paris-Val de Seine, extrêmement intéressant sur la manière dont est fabriquée cette maison Fischer. Mais cette image m'a paru particulièrement importante pour vous parler de ça, en fait, c'est parce que les deux maisons que vous voyez, la maison Fischer et la maison de ses voisins à gauche, sont fabriquées à partir de la même typologie constructive qui est la maison Wallon Frame, en fait, américaine, qui est réalisée à partir de différents éléments d'ossature bois avec pas du tout de hiérarchisation. Je ne sais pas si vous connaissez la construction Wallon Frame, mais on est sur des éléments de montants verticaux, un espacement égal, pas trop large. Et c'est par la continuité de ces montants qui se répètent qu'on arrive à voir l'importance locale et générale de l'ouvrage. Donc, on n'est pas du tout dans une conception extrêmement hiérarchisée des charpentes, par exemple, Moyen-Âge, qu'on peut trouver en France ou de la tradition constructive française. On est vraiment dans des bois de petites sections qui se superposent et qui ensuite admettent toute une série de revêtements. Et donc, on peut, dans la tradition, dans la construction de masse qui se fait aux États-Unis à ce moment-là, on est dans une lecture coloniale de ce dessin de maison à partir de le bardage qui est disposé d'une certaine manière, la dimension des ouvertures, la manière d'ouvrir les volets, la hiérarchie entre le premier étage et le deuxième étage, la forme de la toiture et tous ces éléments-là qui se mettent en place. Et ici, on a un exemple canonique en fait de comment, avec une même technique constructive qui est le Wallon Frame, on peut donner une lecture complètement moderne et en faire vraiment une œuvre d'architecture vraiment importante dans l'histoire de l'architecture. Donc,
Évidemment, je ne rentrerai pas dans les développements spatiaux de cette maison parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je vous parle de comment on utilise les matériaux. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette œuvre de Cannes, ce n'est pas justement comment on va travailler l'enveloppe, la façade et la peau, mais évidemment aussi l'espace, c'est-à-dire qu'on est dans un agencement volumétrique qui disloque les dispositions en plan, qui fabrique une vue diagonale, biaise, qui travaille aussi sur une sorte de promenade architecturale même au centre de la maison, c'est-à-dire qu'on va avoir un seuil étroit, une rentrée, une séquence avec regard à droite, regard à l'intérieur, la question du foyer qui est central, et donc plein de travail sur l'espace, les qualités d'usage et, et toute une dimension architecturale très importante. Mais dans le propos qui est celui de la petite conférence d'aujourd'hui, il me semblait important de vous montrer en fait comment, à gauche, vous avez des photos de cette construction-là, qui est en fait une construction étagée, c'est-à-dire vous voyez tous ces petits éléments de construction en bois dont je vous parlais, l'étage, le plancher en fait qui interrompt cette portance verticale, et donc l'étage qui va continuer par la suite avec des nouveaux éléments en bois qui vont se succéder. Et donc en fait, on voit dans ce dessin, dans cette photo à droite, de comment on voit la façade depuis l'extérieur, comment Louis Kahn cherche en fait à ne pas montrer cette dissociation entre les deux étages, entre les deux blocs, et à ne pas travailler dans une distinction classique qui serait celle qui est prise dans la construction classique à ce moment-là, mais qui cherche plutôt à créer un volume qui est global, qui est prismatique, qui est beaucoup plus simple, et à qu'on le lise de cette manière-là, par la manière dont on va travailler la matière en façade. Et en fait, il ne fait rien de particulier, et en même temps, il en fait quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'il prend un bardage bois qui ne peut pas se permettre de faire toute hauteur, alors qu'il avait à un moment donné envisagé, mais il ne peut pas se permettre de le faire à cause de problèmes de coût et de matériel, en fait. Donc, il est sur des lattes qui font la hauteur d'un étage, pas plus. Et donc, il est obligé d'avoir un couvre-joint, en fait, entre les deux lattes et de diviser horizontalement son bâtiment. Mais il ne veut pas le faire d'une manière homogène, et donc il met en place cette distanciation entre les deux couvre-joints. Et aussi le fait de ne pas atteindre la dernière ligne qui permet de faire passer la ligne verticale et d'oublier le fait qu'on a cassé par ailleurs. Et encore aussi cette question de la manière dont il traite les ouvertures, c'est-à-dire que le plancher est là, mais il est tellement en retrait, et la modénature reprend la modénature des éléments pleins sous chacune des fenêtres, de manière à ce qu'en fait, quand on voit le bâtiment depuis l'extérieur, cette tranche qui est celle du plancher, qui est l'élément structurel en fait primaire, qui coupe en fait la partie haute et basse, dans la lecture qu'on en fait, et à la même hiérarchie qu'un élément de remplissage ou de mobilier. Et l'élément de hiérarchie qu'on va lire, c'est la continuité de ce bardage avec ces deux lignes qui ne sont pas coupées au même endroit, et de l'autre, cette fente qui est couvrant en fait deux niveaux, même si après on se rend compte que le découpage entre plein et vide des fenêtres ne suit pas du tout ce découpage premier qu'on va percevoir. Donc, quand je vous parle de ça, et encore très brièvement, c'est pour vous signifier jusqu'à quel point on est sur des questions de langage et de manière de dessiner les choses, et qu'en fait, c'est notre métier d'architecte de proposer des dessins qui nous permettent de faire de l'architecture avec les matériaux qu'on va avoir à disposition. Et donc, pour terminer, sur cette question encore de la matière et sur le bois, là, on change complètement de registre, encore une fois, sur un détournement, une exploration qui cherche à nous faire voir autrement ce matériau bois. Là, pour le coup, on ne sera pas forcément dans une logique d'optimisation ou de réduction de faibles moyens, comme on est dans la Fischer House, par contre, parce que la Fischer House, on est vraiment dans un registre de faibles moyens, de faire avec le moins possible. Mais on est dans ce dernier binôme de projets que je vous propose, dans une question de faire voir le matériau autrement. Et pour ça, j'aime toujours la notion de matériau qu'a Adorno, et le fait qu'il nous dit qu'en fait, chaque œuvre réussie redonne au matériau qu'elle a employé la fraîcheur de la nouveauté.
En fait, c'est comme si, faisant une belle œuvre d'architecture, on était capable de faire voir un matériau comme personne ne l'avait vu avant. C'est ça qui me paraît assez intéressant dans cette phrase, et en fait qui nous parle aussi de la question de la composition. La composition entendue comme manière de mettre ensemble les choses. Donc, le secret de la composition réside dans le pouvoir de transformer le matériau dans le sens d'une adéquation croissante. Je pense que la question de adéquation croissante est assez intéressante parce qu'elle ne nous parle pas forcément de vérité, mais elle nous parle d'adéquation, c'est-à-dire de synergie entre les propriétés inhérentes d'un matériau, les moyens qu'on va mettre en œuvre technologique, la perception qu'on va en avoir. Et donc, dans cette exposition que j'avais nommée Limite, système, transformation, la poétique de la matière au XXIe siècle, il me semble que pour saisir cette question-là de la poétique, il faut comprendre un projet d'architecture comme un système qu'on met en place dans lequel on doit tenir compte de la manière dont on va le percevoir, la manière dont on va le fabriquer et évidemment l'usage qu'on va lui donner. Donc, on est toujours quelque part dans la triade vitruvienne, mais dans la manière dont on va mettre en place cela. Petit aparté, quand Adorno dit cela, il n'est pas en train de parler d'architecture, donc je vous l'ai lu comme si c'était de l'architecture dont il parlait, mais en fait, il parle de musique. Mais c'est en fait la même question qui nous livre, en fait. C'est comment un travail de composition musicale nous fait entendre un matériau musical, un son, d'une manière nouvelle, en fait. Et pour cela, donc, pour terminer, je vous propose la question du continuum air-bois chez Peter Zumthor et Kenny Kuma, que j'ai voulu opposer parce qu'il me semble qu'ils sont tous les deux dans une fabrication d'un continuum, mais d'une manière extrêmement différente. Et en fait, je voulais opposer le travail qu'ils mènent tous les deux à la lecture classique d'une charpente, pas d'une charpente ballon frame, mais d'une charpente plutôt à partir d'une panne fêtière, de chevrons, de pannes, de lithos, de corniches, donc vraiment extrêmement hiérarchisée. Zumthor et Kuma nous donnent une lecture très égalitaire de chevron, en fait. C'est-à-dire que je vous ai mis en jaune l'élément chevron parce que c'est la taille approximative dans laquelle il se trouve dans les deux projets. Donc, on est vraiment sur des éléments de très petite taille, traités d'une manière très égalitaire et d'une manière particulière, évidemment, sur chacun des deux. Donc, pour Peter Zumthor, ce projet, il est vraiment très en ligne avec toute sa pensée de mettre à l'essence du matériau au jour par le projet d'architecture et le faire d'une manière en fait libre de toute signification héritée d'une culture. Donc, il essaye, et il le dit en fait volontairement, on se libère de ces significations liées à l'histoire, de cette question de langage qui nous fait référence à des langages passés. Et donc, il cherche à produire ses propres hiérarchies et ses propres manières de le voir d'une manière très essentielle. Donc, je vous parlerai pas du livre Atmosphère. Je pourrais rester un peu longtemps pour vous expliquer comment, dans ce projet du pavillon de l'Expo d'Hanovre, il traite de chacune des 9 points d'une manière assez particulière, entre le corps, la compatibilité matérielle entre les éléments qu'il met en place, comment le son traverse, comment la température est abordée, tout ça. Mais je ne le ferai pas, on va aller peut-être un peu plus à l'essentiel. Ce qui me paraît intéressant de vous expliquer ici, c'est qu'il met en place une manière de penser l'espace qui part de principes constructifs quelque part, c'est-à-dire qu'il est dans une construction de plans, et ces plans qui glissent et qui ne s'intersectent jamais partent de cette idée d'empilement de chevrons en bois, qui est en fait pour lui l'unité en fait intouchable. Et donc c'est à partir de cette unité du mur qui n'intersecte pas, qui ne casse pas, qui va venir produire cet agencement spatial à partir de ces différents éléments qui pivotent et qui glissent et qui permettent d'avoir des espaces où on est extrêmement serré, extrêmement linéique dans des couloirs, et d'autres dans lesquels on est dans des espaces de partage où on peut jouer la musique. Mais ce qui me paraît intéressant là-dessus, c'est aussi la manière dont il compose cette unité primordiale dans son architecture, qui est le mur,
avec un travail qu'il réalise avec Georges Conzette, qui est un ingénieur qui a travaillé vraiment sur des projets magnifiques dans lesquels on met en place une pensée constructive innovante, en fait, qui permet de percevoir au final le matériau autrement et qui fait juste l'écho de l'empilement. Et donc, Emmeline Courienne, dans son livre sur l'architecture suisse alémanique et les pensées constructives, que je vous conseille aussi vivement de lire, nous parle aussi de cette œuvre comme quelque part une manière dans laquelle Zumthor fait écho à ces espaces de sèchement de bois en fait en plein air en Suisse et les transpose en fait dans un bâtiment qui prend corps à partir de cette notion d'empilement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment le dessin est un lien avec l'architecture, c'est-à-dire que le dessin, par exemple, de ces tasseaux qui font d'écarteurs des différents lits horizontaux, on voit que sa densité s'accroît vers la partie la plus basse, là il y a le plus d'effort qui se met en place. On voit aussi comment il met en place des câbles en acier pour assurer la stabilité horizontale, parce qu'évidemment, des bois tout empilés, s'il y avait un effort horizontal qui se passe sans aucune attache, pourrait tomber. Donc, on voit en fait toute cette hiérarchie qui est à la fois extrêmement sensorielle dans la fabrication d'une sorte de continuum dont on ne voit pas de fin, non pas dans le sens qui ne se finit jamais, mais dans le sens où il se finit de la même manière qu'il commence, c'est-à-dire qu'on est partout pareil, homogène, sans hiérarchie, sans va-vette qui le termine, sans ossature primaire qui tient la secondaire. Et en même temps, on a une sorte de progressivité qui s'installe en lien avec des relations constructives liées à la manière dont ça fonctionne. Et ça me paraît extrêmement intéressant, la manière dont il arrive à faire cela. Et puis, l'autre projet, c'est le projet de Kengo Kuma, le Prosto Museum, qui réalise au Japon, dans lequel il se base sur un assemblage classique japonais d'un jeu qui est le Chidori, qui met en place 3 bâtons, en fait, avec des encoches successives. On va pouvoir le retourner et fixer les 3 baguettes ensemble. Et du coup, il se base sur cette idée, sur ce jeu géométrique pour produire toute une architecture proliférante. Et donc là, dans les constructions en bois classiques, on a une logique plutôt hiérarchisée. Ici, on a une logique de prolifération qui est vraiment très visible et qui aussi peut faire écho à des travaux de Tadashi Kawamata qui part de cette idée d'empilement. Encore une fois, et c'est un petit pic ou un petit aparté volontaire presque dans cette notion de ces sculptures extrêmement poétiques, la notion de la récupération et la réutilisation. Voilà, on est dans des chaises réutilisées qui ont chacune leur identité et qui, du coup, on ne serait pas ordonnancé dans un processus d'architecture classique. Comment on peut, à partir d'éléments disparates, produire une unité ou produire un élément qui fait sens, en fait. Là, j'en suis bien consciente, ce n'est pas une architecture dans laquelle on peut vivre, qui fait un clos couvert ou autre, hein, c'est des installations artistiques. Mais je pense qu'encore une fois, elles peuvent être extrêmement suggestives pour les années à venir dans nos réflexions qu'on doit mener autour de ces questions. Et donc, si on revient à Prosto Museum, ce qui est intéressant de ce travail sur cette unité de bois extrêmement petite, qui en fait fait 6 par 6 de sections, c'est comment, à partir de la prolifération de ce système, il génère une spatialité qui est tout à fait particulière. Et en fait, un peu dans cette conférence, j'aimerais aussi évoquer la possibilité de utiliser ou de comment la réflexion sur l'utilisation de la matière peut impacter dans la réflexion de l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on parle de continuum que c'est juste une enveloppe peau, donc vraiment un petit peu faire le différent entre ces éléments-là, et qu'en fonction de cette manière de penser la construction, on peut fabriquer l'espace. Et donc, cette prolifération-là est très particulière parce qu'on fabrique un espace qui n'est pas du tout créé à partir de plans qui glissent ou de réceptacles ou de lignes ou d'autres éléments classiques. On est sur des contours extrêmement flous qui sont très déroutants en fait, dans la manière dont on perçoit l'espace parce que à la fois l'espace est
envahi par cette prolifération et à la fois, il n'est pas déterminé parce que l'air peut traverser. Je vous montrerai après comment, en fait, il ne traverse pas. Parce que contrairement au pavillon d'Hanovre, où il n'y a pas de clos couvert proprement dit, il n'y a pas de limite dedans-dehors. Ici, il y en a bien une, mais Kuma se débrouille très, très bien pour nous le cacher. Et donc ici, ce dessin de jeu Kidori, qui est en fait un assemblage traditionnel des baguettes et qui peuvent pivoter et être fixées. Et donc, il se base sur cette idée pour produire son projet, mais évidemment, on ne peut pas assembler à l'infini chacun de ces éléments en bois. C'est-à-dire que parce que le mouvement de pivot en fixe la géométrie par l'emboîtement, mais on ne pourra jamais continuer à pivoter la suivante à chaque fois jusqu'à l'infini. Et donc, en fait, on est dans une retranscription géométrique de ce principe, mais vous voyez bien comment après, il y a des caches, en fait, et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, parce qu'on voit qu'il y a des plaques métalliques, puis des caches en bois qui viennent ne pas montrer comment fonctionne réellement. Donc là, je vous mets un zoom pour vous montrer cela. Et je trouve c'est bien aussi de montrer cette photo parce qu'en plus, on voit le vitrage. C'est-à-dire que dans ce mécanisme de prolifération du bois dans l'épaisseur, il y a bien un moment où on va mettre en place un vitrage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce vitrage, il n'est pas tenu par d'autres éléments. C'est-à-dire, on n'a pas du tout une ossature primaire, puis un remplissage avec proliférant bois, puis en troisième lieu, des menuiseries qui tiennent le vitrage. On est vraiment sur des questions qui font le tout. Et donc, c'est ces mêmes mécanismes proliférants dans lesquels, à l'endroit où on va mettre un vitrage, il y a une encoche, c'est ce que vous voyez ici. Et là, je remercie Jun Sato, qui est ingénieur de Tongokuma, qui avait fait un workshop à l'école de Paris-Val-de-Seine et qui a eu l'amitié de m'envoyer ces photos. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est qu'en fait, ce mécanisme-là, ce système-là, il est à la fois spatial, structurel et il tient le verre. Donc, c'est assez curieux. Je ne vais pas rentrer peut-être trop dans les détails, mais évidemment, pour qu'il puisse porter la toiture, chose qu'il fait, il ne porte pas les planchers, mais il porte bien la toiture. Jun Sato travaille sur la résistance des éléments à faible section et donc sur des études qui vont forcément mobiliser les questions de flambement d'ensemble et donc de rigidité des assemblages pour permettre une résistance qui est menée par l'addition de tous ces éléments d'extrêmement fine section et qu'on aurait beaucoup de mal à justifier aussi en France, mais qui sont quand même des recherches très, très intéressantes sur la structure et la topologie aussi, parce qu'il nous parle aussi de cette volonté de ressembler en fait à une morphologie naturelle et un peu aléatoire qu'a Kuma dans son approche, et comment on peut, avec les différents moyens de calcul informatique à sa disposition, travailler sur ces questions-là. Donc, je vous disais qu'on travailler par comparaison, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup à la fois dans mes recherches, mais aussi dans mes enseignements. Et donc, si on compare ces deux éléments-là, ils produisent tous les deux un continuum entre l'air et bois, en fait, hein, vous voyez bien, mais ils le font de manière différente. Pour Kuma, c'est un même dispositif qui a différentes fonctions, celle de porter, celle de tenir le vitrage, celle de fabriquer l'espace. Pour Zumthor, on voit que chaque dispositif a une fonction différente. Et parce qu'on voit l'empilement horizontal, on voit les écarteurs dans l'autre sens, on voit les câbles qui tiennent la traction, chaque élément, et puis en final, le tube en U qui retient l'eau, chaque élément a sa fonction d'une manière extrêmement claire, extrêmement lisible. Voilà ce qui nous ramène à la deuxième dichotomie. Kuma cache ces dispositifs, Zumthor nous le montre, et il le fait vraiment dans une logique de pensée constructive, c'est-à-dire il met en place une pensée constructive qui nous dévoile et qui est l'objet de la contemplation, alors qu'en fait, dans le travail de Kuma, ce qui est en œuvre ou ce qui est clé dans sa pensée, ce n'est pas la fabrication de la pensée constructive qui veut nous livrer, c'est la géométrie en fait qui prend le dessus par rapport à cela. La manière dont il nous livre le bâtiment. Donc, on est à la fois sur une pensée constructive qui engendre un ordre constructif chez Zumthor et sur une pensée géométrique, mais un désordre fin, en fait, où je dis fin parce que c'est pas... il cherche à être proche
d'une aléatorité, d'un côté naturel, mais qui est quand même forcément à un moment donné maîtrisé. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'ai tenu à peu près sur 1h10, c'est ce qu'on avait convenu. Je vais peut-être enlever le partage d'écran et me tenir prête à un échange si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Voilà, merci. Alors, attends, je vais peut-être remettre la vidéo de mon côté. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien et on te voit maintenant désormais. Merci infiniment. Je pense que c'était extrêmement riche, extrêmement instructif et surtout riche de potentiel. Donc, c'est peut-être vraiment important de mener ce genre de réflexion en ce moment, avec tout ce qui nous attend. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, peut-être d'abord savoir si dans les participants, vous avez des questions, les uns ou les unes et les autres, par rapport à ce qu'Anna Maria vient de nous dire. Il y a toujours une sorte il y a une barrière de la timidité à franchir. Peut-être pour vous désinhiber, je vais lancer une question qui n'a sans doute pas de réponse en tant que telle, mais moi, évidemment, la raison pour laquelle ce travail, cette exposition, ce que tu nous as montré me paraît vraiment intéressant, c'est que il me semble qu'on est dans une phase qu'on appelle parfois de transition, mais que peut-être on pourrait mieux décrire par un mot qui serait plutôt révolution. On a parlé de révolution industrielle. Et en fait, on est vraiment confronté à on est en fait dans un bouleversement rapide. Et d'ailleurs, on le voit, même dans toute cette émergence de nouveaux matériaux, etc., les engouements plus ou moins fondés pour tel ou tel nouveau matériau naturel, etc. Ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure en disant c'est pas forcément de remplacer de l'isolation en truc par de l'isolation en chose, c'est une autre façon de penser. Et c'est tout à fait juste. Et du coup, de la même façon que la révolution industrielle a provoqué une révolution architecturale, esthétique, constructive, technologique, enfin tout ce qu'on veut. Donc, mais peut-être ce qui nous intéresse là, c'est plutôt la dimension architecturale ou même pour utiliser ton mot poétique ou de langage. Donc, on a besoin d'écrire, on a besoin d'inventer. Il n'existe pas ce nouveau langage qui correspond à cette révolution environnementale. Enfin, je ne sais pas bien comment la qualifier, mais en tout cas du bouleversement auquel on est confronté. Et c'est évidemment le sujet qui est au fond de tout ce qu'on essaye de faire, je pense, les uns et les autres. Et du coup, la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois une direction, parce que tu nous as fait un tableau en nous montrant une sorte de pratique d'architecture assez savante, assez qualitative, enfin voilà, avec des gens très, 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 très bien. Comment est-ce que ça percole? Comment est-ce que ça aussi, peut-être, parce qu'elles ne sont pas toujours totalement vertueuses environnementalement, les exemples que tu nous montres. Et donc, comment est-ce qu'effectivement, les questions environnementales percolent et génèrent un nouveau langage architectural dans ce genre de situation? Question sans réponse, mais peut-être avec des intuitions. Tu as une idée? Oui, j'arrive. Alors, effectivement, là, je n'étais pas forcément dans la vocation de montrer des architectures forcément respectueuses ou exemplaires, en fait, du point de vue environnemental. J'étais plutôt dans l'optique de voir comment on peut explorer différemment le travail sur les matériaux. Ce qui me paraît aussi intéressant, mais peut-être qu'on n'en parlera pas, c'est que cette question d'écrire, comme tu dis, hein, c'est urgent, on s'y attache tous.
Et moi, ce que j'essaie de voir dans mes recherches, c'est pas seulement comment on construit avec ce que l'on pense aujourd'hui être vertueux, ou est-ce que les normes nous disent être vertueux, mais comment on fait avec n'importe quelle situation. C'est-à-dire parce que cette logique du tout bois, pour moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans l'idée de... contrairement à ce que la norme nous laisse croire, ou nous incite à faire, c'est pas plus on va consommer de bois, mieux ça va être, parce qu'en fait, on est en train aussi d'amoindrir énormément le nombre d'arbres qu'on a sur la planète. Donc, c'est très inquiétant qu'en fait, nos normes et notre manière de penser nous incitent à consommer le plus possible. Il est évident que le bois stocké, coupé, il stocke du carbone, mais si on les coupe tous en même temps, ça va poser un énorme problème. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se poser cette question-là. On avait le rendu de séminaire cette année, on a travaillé sur beaucoup plus d'architecture aussi en terre. Quand tu dis la question, comment on y va et comment ça percole, je pense que faut qu'on arrive à trouver comment conjuguer des attentes à la fois environnementales avec des attentes culturelles quelque part sur cette langage ou cette absence de langage. C'est-à-dire que si on produit des architectures qui sont juste les mieux adaptées pour le moins consommer sans qu'on leur donne une qualité particulière, c'est des objets qu'on va consommer parce qu'ils ne seront pas acceptés, ils ne dureront pas dans le temps. Donc, il est pour moi aussi évidemment important de réaliser dans des constructions plus vertueuses, mais aussi de voir comment on les rend qualitatives. Et ce travail se mène par des... Je pense qu'il y a plein d'architectes qui se posent cette question-là, il y a plein d'architectures qui sont produites dans ce sens. Et collectivement, on doit trouver ces nouvelles écritures. Et donc là, peut-être que je peux te montrer... Oui, je vais partager l'écran parce que ça me paraît intéressant, par exemple, sur un autre registre, mais qui encore nous parle de cette question du langage. Voilà. Des projets inter qui, pour le coup, sont plus dans une logique d'économie de moyens, mais qui sont dans un registre très différent, celui de Mauricio Rocha à Oaxaca, qui réemprunte en fait la terre du Pisé, mais dans laquelle il y a quand même de l'addition de ciment pour l'endurcir. Il travaille sur une écriture qui n'est pas du tout vernaculaire de cette terre, mais qui est beaucoup plus moderne en fait dans la lecture d'un plan extrêmement bien dessiné, d'un plan qui glisse dans l'autre, des ouvertures généreuses. Donc là, par exemple, on voit que les toitures sont en béton pour permettre aussi ces grandes portées de salles de cours, ces grandes portées d'ouverture de fenêtres, etc. Donc là, on voit par exemple un souci de concilier le langage architectural moderne ou l'héritage qu'on en fait aujourd'hui avec une technique traditionnelle. Mais ce qui est par exemple assez paradoxal dans ce travail-là, c'est qu'il va y avoir des poteaux en béton de part et d'autre de cette grande ouverture, parce qu'en plus on se trouve en zone sismique, mais que ces éléments-là, il va vouloir les mettre en faisant une encoche dans le mur, pour rester dans cette optique d'un mur lisse. Donc pour moi, il est vraiment dans cette question du continuum qui déploie sur la surface extérieure et intérieure, sur la question d'une ossature qui ne souhaite pas montrer, en fait, qui souhaite cacher dans ce mur, mais qui en fait cherche aussi à réduire la quantité de béton dans son ouvrage. Donc on est dans une lecture qui ne se positionne absolument pas dans une lecture vernaculaire, contrairement aux travaux de Francis Quéré ou de Hannah Heringer autour de la Terre. On est dans une lecture qui suit vraiment la conception moderne de l'espace, de la lecture de l'ouvrage, mais qui se heurte en fait à des positionnements non résolus. Par exemple, ce poteau qui est dans une encoche dans la terre, à un moment donné, va être une fragilité lorsqu'il y a un tremblement de terre. D'ailleurs, il y en a eu un, on en parlait justement hier, va produire des fissures à ces endroits donnés. Donc, on est dans la question de, OK, est-ce qu'il aurait fallu qu'il assume ou qu'il le détache ? Et là, par exemple, se pose la question de Ricola d'Erzegtemeron. Je vous montre encore une fois des exemples d'architectes qui
qui vraiment sont dans cette question de dépasser l'action constructive par une pensée extrêmement raffinée, intellectualisée. Mais pour moi, la question de comment ça percole, elle part de là. Et donc là, peut-être avec des exemples un peu plus qui font vraiment attention à cet élément-là. Mais ici, dans Ricola, on a ce mur qui est extrêmement long, qui fait 110 mètres de long, qui est malheureusement, je trouve, ce qui est dommage, c'est qu'il est doublé sur une partie du bâtiment, en fait, environ un tiers. Là, on a zoomé sur la photo de chantier sur cette partie-là, mais il y a une grande partie qui n'est pas doublée dans la partie d'entrepôt, mais il y a une partie qui est doublée dans la partie où on mélange, en fait, les herbes. Et ce qui me paraît intéressant, en fait, c'est que, justement, on est dans cette lecture d'un continuum qu'on cherche à mettre en œuvre. On est dans une ossature qui est dissociée. Donc, on a une consommation de béton qui est non négligeable. Mais pour réaliser un bâtiment de cette envergure-là, si on avait fallu le faire en terre, il aurait fallu le stabiliser avec du ciment et donc probablement, in fine, dépenser pas mal de ciment quand même dans la construction. Donc, tu vois, je pense qu'il faut peut-être qu'on se distancie un peu de ce regard extrêmement quantificateur qu'il faudrait mener. Par exemple, on pourrait tester et dire, bon, combien de ciment j'aurais dépensé si j'avais juste gardé la terre, je l'avais stabilisé, j'avais voulu enlever l'ossature, mais peut-être qu'au final, ces notions un peu kantiennes de non, mais le mur, il faut qu'il porte pour qu'il soit vraiment intéressant, et donc on va être dans des lectures comme ça, ne sont pas celles des questions d'aujourd'hui qu'on se pose. Et quand on parle de comment on percole, pour moi, la manière dont Mauricio Rocha traite la notion du linteau, la notion de l'ouverture. On voit aussi des échos avec le travail de la Maison Fischer de Cannes dans cette ouverture. Enfin, vous voyez comment il y a des transpositions aussi, de manière de faire. Et comment Herzog de Meuron affirme l'élément d'ouverture avec cet encadrement de fenêtres. Et puis, la photo que je vous mettais tout au début, c'est un projet de Renzo Piano en Ouganda qui est aussi en pisé, avec ses linteaux qui est extrêmement fin, donc qui est quand même tenu d'une certaine manière. Et comment on le transpose et comment ça percole, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a toutes ces questions de vocabulaire qui doivent être travaillées en fusée. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être plus clair par rapport à ce que je proposais avant, mais en fait, en testant ces différents éléments-là, on voit en fait comment on fabrique en fait au fur et à mesure un nouveau langage ou une nouvelle absence de langage. Je faisais un peu la provocation aussi sur cette question de pas de langage quand je vous parle d'un continuum qui s'établit sans la hiérarchie de ces linteaux, de ces éléments verticaux, de ces éléments qui dessinent la corniche, qui nous séparent la partie haute de la partie basse, etc. Mais qui en fait peut être en lui-même un langage, quoi. Mais ouais. Je ferme le partage d'écran sur ces 3 projets. Merci. Merci. Je relance la balle dans le public. Je repasse le bâton de parole. Est-ce que quelqu'un veut s'en emparer? Il n'y a pas de main levée là, hein, je ne vois pas. Bon. Non, mais c'est toujours difficile, j'en suis bien consciente, et à distance encore plus. Voilà, je crois que c'est aussi un peu ça. Je crois que le distanciel ne facilite pas. Bon, là c'est purement pour des questions logistiques, puisque les amphis sont en chantier. Donc on peut plus faire de conférences physiques à l'école pour le moment. Mais on le refera en mieux, sans retard informatique et autres incidents de parcours. Un grand merci pour ta présentation qui vraiment, je trouve, a été extrêmement intéressante, à la fois en elle-même, mais aussi par rapport à toutes les choses dont tu parlais sur une approche plus quantificatrice, plus mesurée, plus, disons, peut-être d'ingénieur, mais qui est incontournable si effectivement on veut éviter de balancer des mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il faut vraiment qu'on embrasse à la fois cette dimension quantitative, ce qu'on a bien fait avec Guillaume Habert,
par exemple, ou même Philippe Risotti qui est venu nous parler de son travail où lui est allé compter les kilos de carbone pour toute une série de petits bâtiments emblématiques. Et puis ta proposition, ton point de vue, ton regard qui dit oui, mais attention, il n'y a pas que ça, tout en regardant quand même une certaine forme de rupture, et qui, je pense, et c'était le sens de ma question, et peut-être aussi, c'est dans ces ruptures qu'il faut chercher la révolution architecturale qui doit accompagner les bouleversements environnementaux. On n'a pas encore trouvé, c'est clair, mais c'était vraiment une contribution extrêmement utile à cette réflexion. Donc encore 1000 fois merci. Et puis bon, ben, il faut effectivement, j'ai bien conscience que l'exposition en train de faire, c'est un tour de rockstar. Donc j'espère bien qu'il y aura une étape dans l'Est parisien, dans le Grand Est parisien. Voilà, mais écoute... vraiment plaisir de l'amener et de revenir envers vous physiquement, mais peut-être que d'ici là, on aura aussi de nouvelles réponses. Moi, quand tu dis est-ce qu'on les trouve, moi, je suis convaincue. Il y a toute la profession qui travaille, quoi. C'est ça, c'est clair. Ça. Ok, mais très bien. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a personne là. Après, vous n'aurez que des remords, hein, ceux qui n'ont pas posé de questions, que des regrets. C'est bon? Non, ok, très bien. Bon, ben, écoute, Anna-Maria, merci infiniment. Merci à tout le monde qui écoutait, et à très bientôt. Il nous reste encore une conférence dans cette séquence. On a dû la déprogrammer à cause du Covid de la conférencière, et on va essayer de la reprogrammer rapidement maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi, bon week-end. Oui, merci, toi aussi, Jean-François. À très vite. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci de votre présence à tous aussi. Absolument. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci.